Marco voulait réagir? Oui. Je vais d'abord vous raconter une histoire que j'aimais bien raconter à mes élèves. J'étais un jeune prof de 20 ans, à l'école de jeune fille, et je leur lisais un extrait de Gombrowicz. C'est la mésaventure d'un instituteur le jour de la visite de l'inspecteur. Et comme il est très conforme, gouvernemental, il parle des œuvres de Slovatsky, et puis il dit « Slovatsky est un grand poète, et ses poèmes nous émeuvent. Répétez, la classe répète en chœur, un grand poète, ses œuvres nous émeuvent. » Et puis il y a un petit emmerdeur au fond de la salle qui dit « Bah, moi ça ne m'émeut pas du tout, je suis pas... » « Mais comment? Mais Slovatsky c'est un grand poète, c'est... » Non, mais moi, ça ne m'émeut pas du tout. Et ce pauvre instituteur, effondré face à l'inspecteur, sort en pleurant, puis dit « J'ai une femme, j'ai des enfants, etc. » Ce malentendu, nous l'avons vécu au moment de la démocratisation des études, puisque nous avions Dame Culture, c'est-à-dire les humanités, un peu de sciences, etc., du latin, du grec et tout, puis nous avions Messire Peuple, qu'on était plus ou moins pourvus. C'était un peu le schème qu'on avait dans les années 60. Et porté, c'est un autre phénomène qui est venu, c'était les 30 Glorieuses par une dynamique économique qui faisait que la perspective, d'une part, d'acquérir plus de culture de ce modèle culturel, deuxièmement, que par cette culture, on pouvait acquérir un meilleur niveau social, ça s'appelait la démocratisation des études, et ces deux choses se sont superposées. Mais il se trouve que lorsque il y a eu une très forte tertiarisation, très rapide de la société, lorsque massivement des élèves d'autres milieux, bon j'en viens, moi j'ai un milieu où on n'avait pas de modèle culturel dans ma famille, en tout cas pas celui-ci, sont arrivés en masse au collège, dans les études secondaires supérieures si on veut, et ils sont arrivés avec leur vécu, sont arrivés avec leur personnalité, et un peu comme l'élève de Gombrowicz, de ce pauvre instituteur, ils sont venus à nous interpeller, moi j'étais du côté, j'étais prof, ils sont venus à nous interpeller, mais enfin, M. Pauly, vous êtes bien gentil, mais vous avez lu ce poème de Brecht qui nous dit est-ce qu'on peut encore admirer la beauté d'un arbre avec tout ce qui se passe aujourd'hui, puis vous êtes en train de nous faire quoi, de nous dire quoi? Et on a vécu tout à coup ce qu'on a appelé cette contestation, elle n'était pas limitée simplement aux 68 heures, c'est un mouvement nouveau. C'est-à-dire qu'on avait ce modèle des humanités culturelles, on pensait que 20 ans, une génération plus tard, au Paquis, les gens réciteraient du, je sais pas, du Molière, je sais pas quoi, écouteraient la musique de Bach, etc. C'est pas ce qui s'est passé. Et tout à coup est venu, qui a surpris tout le monde, est venu le mouvement à partir des années 70-80. Ce qui a surpris tout le monde, c'est ça passait par la musique. Ça a passé aussi par le théâtre, ça a passé par des formes nouvelles aussi. Sont venus des gens qui ont commencé à exprimer, par le rock notamment, et des choses comme ça, un monde complètement différent. C'est ce qu'on a fait, on leur a envoyé la police. Hein, à Zurich, partout, on a envoyé la police avec les balles en caoutchouc. Je dois reconnaître qu'à Genève, nous avons eu quelques magistrats avisés qui se sont dit, attendez, ils sont en train de dire quelque chose. Et on a ouvert l'usine, on a ouvert des espaces d'expression de cette culture nouvelle, où des gens parlaient d'eux, parlaient de leur vécu, et ils leur parlaient dans un langage qui n'avait rien à voir, ou qui avait peu de choses à voir, avec le langage traditionnel auquel on assimilait la culture. Il y a une troisième période qui, elle, est beaucoup plus sombre, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a une vingtaine d'années, l'Europe, malheureusement, à la traîne des États-Unis, a abandonné le modèle républicain de la culture, a abandonné le modèle que la culture, il faut que tout le monde puisse y accéder, que ce soit un modèle unique ou exemplaire, ou que ce soit la capacité de s'identifier par le langage, on a abandonné ce modèle. Et à l'effondrement de l'Empire soviétique, il y a eu tout à coup un monde unipolaire, aussi avec des valeurs qui étaient celles du monde anglo-saxon, qui ne sont pas du tout les nôtres. Je crois qu'on confond toujours, on rêve d'une Amérique qui n'existe pas. On a vu récemment beaucoup de reportages, on a vu que l'Amérique c'est autre chose que ce qu'on a rêvé. Et est arrivée la marchandisation totale de la culture. La culture, c'est le produit culturel, ça va pris. Et c'est allé beaucoup plus loin, puisqu'on a condamné des États,
notamment la Corée du Sud, notamment le Canada, parce qu'ils apportaient des soutiens à la culture. Le Canada anglophone voulait protéger son industrie de la presse, de l'invasion américaine, donc elle subventionnait la presse. La Corée avait un cinéma naissant, voulait protéger ce cinéma naissant par des subventions. On a dit attention, ça c'est un crime contre la liberté, le libre-échangisme, c'est un crime capital et vous serez condamné devant le tribunal de l'Office mondial de la culture, non, l'OMC, non, le commerce, pas le commerce, voilà, l'OMC, ils ont dû payer, ah on le dit, ils ont dû payer des lourdes amendes parce qu'on n'avait pas le droit de subventionner la culture, puisque la culture était devenue une marchandise, et que comme marchandise, elle devait obéir à la liberté totale. Et c'est de là qu'est né un des mouvements, puisque cité tout à l'heure, auquel j'ai participé à sa naissance, qui s'appelle la Coalition pour la diversité culturelle, c'est-à-dire que les États, certains États ont commencé à se défendre. C'est pas du tout angélique de la part de la France, c'est que les États-Unis ont fait la très grave erreur dans les années 80 de vouloir imposer des normes pour une industrie cinématographique qui aurait lourdement pénalisé la France. Or, la France, elle avait deux objets. Un, elle s'identifiait par un objectif identitaire, national, elle s'identifiait par son industrie cinématographique, puis deuxièmement, un intérêt économique, évidemment. Alors, au nom de l'exception culturelle, qui ne veut pas dire que, ça veut dire simplement que la culture est une exception, ne peut pas être traitée comme n'importe quelle marchandise. La France s'est mobilisée, elle a essayé de se faire entendre d'autres États, c'était difficile, et on a changé le terme, et on a parlé de diversité culturelle. Et que la culture, c'est aussi un contenu, qu'elle ne peut pas être réduite simplement à une valeur marchande, et vous connaissez peut-être la suite. Il y a eu d'abord en 1982 un premier congrès de l'UNESCO qui a donné une définition large de la culture. Où la culture, ce n'est pas les beaux-arts, la culture, c'est par quoi on s'identifie, la culture, c'est les moyens d'expression, la culture, c'est quelque chose, c'est la religion, c'est les moyens par lesquels les peuples s'identifient. Et il y a plusieurs cultures dans la même société. Il y a des cultures et de la culture. Et puis, deuxièmement, on a dit, ben, on ne peut pas la résumer simplement à une valeur marchande. Et alors, ça a pris quelques années. En 2005, les États-Unis ont été complètement minorisés à 148 États contre 2 pour l'adoption de la Convention de l'UNESCO pour la diversité culturelle qui dit deux choses essentielles. Elle en dit beaucoup d'autres, mais elle dit deux choses essentielles. La première chose qu'elle dit, c'est qu'on ne peut pas réduire la culture à sa valeur marchande, parce que la culture, c'est ce par quoi les peuples et les différentes couches d'une société s'identifient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle dit, en fonction de quoi les États sont autorisés à soutenir leur culture, parce que c'est quelque chose d'essentiel à la vie des nations, à la vie des peuples, etc. Voilà ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire aussi, je l'ai écrit récemment, ça va publier prochainement. Personnellement, je suis extrêmement inquiet de la perte en Europe de la notion d'égalité. Liberté, égalité, fraternité, qui est le modèle latin, qui est le modèle français, qui est le modèle démocrate républicain, qui n'a rien à voir avec le modèle américain, et peu à peu, par le discours économique qui a pris tout, c'est aussi un aspect culturel, simplement que c'est une boîte fermée, on dit qu'on ne comprendra pas parce que c'est un état de nature. Hein. Ce discours économique est un discours d'inégalité, qui fait de l'inégalité le moteur du progrès. Le moteur du progrès, c'est le droit du plus fort, c'est la concurrence, c'est celui qui va gagner, c'est the winner. Hein. Et on a basculé dans un modèle culturel, même sans en avoir conscience, qui est un modèle inégalitaire et qui ne nous ressemble pas, et qui est en train actuellement de mettre très profondément l'Europe en crise. On a vu des débats récemment où des gens disent bon, on va sortir de cette Europe qui ne s'identifie que comme un marché et qui ne s'identifie pas comme une réunion
d'identités différentes qui pourraient se confronter, pas s'affronter, se confronter, se comparer, s'enrichir mutuellement. Et on est actuellement dans cette crise, c'est qu'on a abandonné le modèle égalitaire républicain comme idéal culturel. Alors peut-être qu'on va interroger ce modèle avec la prochaine intervenante. En tout cas, merci pour ces deux éclairages historiques et théoriques. Et on va en venir à la pratique, si je puis dire, avec Jeanne Pau, qui va peut-être nous dire quels sont les obstacles dans l'accès à la culture qui sont repérés par la ville de Genève et avec quel dispositif elle cherche à y répondre. Oui, alors voilà, permettez-moi, après ces deux brillants orateurs, de revenir de façon très terre-à-terre et très pragmatique, comme ça, sur la terre. Je ne sais pas, il y a besoin d'un micro? Oui, oui, pour l'enregistrement, en fait. Ah, pour l'enregistrement, c'est ça. Et alors, est-ce qu'il est allumé? Oui, oui. C'est bon. Merci. Oui, je travaille donc au service de la promotion culturelle, aux côtés de Véronique Lombard, qui est aussi ici présente et qui pourra peut-être aussi répondre à des questions tout à l'heure, plus précises que vous pourriez poser. Vous dire que le service de la promotion culturelle au sein du département de la culture et du sport n'a pas autorité du tout au niveau de la gouvernance des théâtres d'intervenir, et que ce n'est pas nous qui allons nous positionner sur les décisions que prendraient les directeurs d'institutions ou les équipes au sein du théâtre. Alors, ce qui ne nous empêche pas évidemment de réfléchir en nous plaçant bien évidemment du côté de l'homme d'abord, avant de se placer du côté de l'œuvre. Alors on se place du côté de l'homme et on se dit, mais au fond, quels sont les freins, qu'est-ce qui empêche le public d'aller au musée, enfin à différents endroits, et ce soir, parlons du théâtre, puisque c'est le sujet du jour. Alors les freins sont universels, ils sont un peu toujours les mêmes. Il y a bien sûr les freins d'ordre économique, les freins financiers, qui évidemment est un obstacle premier sur lequel le département de la culture travaille depuis un certain nombre d'années, et aux côtés du canton aussi, du service cantonal de la culture, des communes, etc. Il y a l'obstacle matériel d'un autre ordre, l'obstacle physique qui peut être la période de la journée, par exemple la nuit. Enfin, je parle de la période de la journée en disant la nuit, c'est pas très malin, mais bon, la période de temps. Ça peut être un obstacle pour une mobilité réduite, je me casse la jambe et tout à coup je dois monter cette volée d'escalier. Il y a tous ces obstacles physiques liés au bâtiment. Il y a des obstacles évidemment très forts et beaucoup plus forts que ceux-là encore, qui sont les obstacles symboliques, et puis tout le registre des obstacles cognitifs aussi. Alors en gros, on articule notre réflexion autour de ces quatre pôles, et on essaye d'apporter des solutions qui soient des solutions générales et abstraites, en fait, comme on dit en droit, des réponses qui puissent convenir à tout le monde avec nos moyens. Alors, qu'est-ce qu'on fait tout à fait concrètement? On se dit, au fond, quels sont les publics cibles d'un obstacle financier, par exemple. Alors on tombe évidemment sur les bas revenus, que ce soit des étudiants, que ce soit des retraités, des chômeurs, ou alors des personnes qui ont beaucoup de charges. Voilà, ça ce sont les bas revenus. Ensuite on se dit, mais qui sont nos partenaires dans cette action? On ne peut pas agir tout seul. Qui sont nos partenaires? Et puis on va chercher au sein des associations, alors ça peut être des associations Fédération Suisse des Sourds, Fédération Suisse des Aveugles, qui sont proches du handicap, mais ça peut aussi être le Forum contre l'exclusion, ça peut être Cité Senior, ça peut être les centres d'action sociale, etc. Donc on réfléchit sur comment, en ville de Genève, sur le canton de Genève, quels sont les opérateurs avec qui on va pouvoir agir sur cette fin. Ensuite, on met en place des mesures. Alors les mesures, la plupart des gens qui sont ici les connaissent. Hein. Il y a le tarif jeune jusqu'à 25 ans, il y a le tarif senior, il y a la carte 20 ans 20 francs, il y a le chéquier culture. Il y a des invitations qui sont faites aux organismes sociaux, il y a des achats scolaires. Donc il y a toute une série de mesures où de l'argent est engagé pour réduire les coûts d'entrée et l'accès
financiers aux salles de spectacle. Voilà, ça, ces mesures, vous les connaissez. Ensuite, une fois que les partenariats sont montés, il y a un travail qui se fait avec les directeurs d'institutions pour savoir qui est d'accord d'entrer et de devenir partenaire de ces mesures. Très bien, on aura l'occasion sans doute de revenir sur ces questions-là avec la salle. On va passer à Jean-Marc Quenet. Une question facile. Hein. Une question facile. Jean-Marc, il a posé lui-même sa question. Ouais, bien sûr. Alors, Jean-Marc, une question facile. Quel rapport l'école Tistel avec les arts de la scène? Je pourrais en rester là, mais en fait, l'école est quand même ce lieu qui embrasse une grande diversité sociale. Elle a peut-être de ce fait une responsabilité particulière. Quelle place réserve-t-elle aux artistes à l'école et à l'école pour aller visiter les lieux de culture? Ah bon, on parle vraiment parce que il faut être clair, on parle des arts de la scène. Hein, parce que, je vais être assez clair, ça veut dire danse et théâtre. Alors moi, c'est très très concret. Puis comme j'ai participé, comme vous, en tant que public, à toutes les rencontres, c'est 3 minutes montre en main, 3 sujets, et ensuite, surtout après, les questions, parce que je pense que c'est pour moi en tout cas, comme spectateur, c'était le plus intéressant. Alors la structure, au niveau donc du département d'instruction publique, elle tient dans le dispositif assez récent, mais qui s'appuie sur ce qui s'était déjà passé avant, donc école et culture, c'est le nouveau dispositif. Il y a 3 ordres d'enseignement, donc école primaire, cycle d'orientation, que je connais mieux forcément parce que j'y enseigne et je m'en occupe, et puis le poste obligatoire. Il y a 3 structures pour l'accès à la culture, justement, qui correspondent en fait aux besoins et aux spécificités de ces ordres d'enseignement. École primaire, c'est mon collègue qui est ici, mon alter ego, c'est donc les arts et l'enfant, c'est centralisé, c'est Stéphane Dubois-Libon-Claude qui s'en occupe avec toute une série de propositions, dont des scolaires, particulièrement avec 2 théâtres, les théâtres jeunes publics à Genève. Cycle d'orientation, on est toujours un peu la charnière, nous, puisqu'on est à la fois rattaché au secondaire et à la fois on est l'école obligatoire. Il y a une commission, c'est la commission école et culture. Depuis cette année, avant c'était essentiellement la commission théâtre du cycle d'orientation, parce que depuis cette année, la commission école et culture s'occupe aussi des 4 autres domaines dont on ne parle pas ce soir, mais qui sont donc musique, musée, beaux-arts, livres, Jean-Luc Turin, cinéma. Voilà. Et donc, art de la scène aussi, c'est 20 personnes, 20 enseignants, donc 20 commissaires qui représentent les 20 établissements du cycle d'orientation qui sont grosso modo, enfin qui présentent les mêmes structures, ce qui est assez facile. Donc c'est 20 établissements qui ont à peu près 650 élèves chacun, qui ont les mêmes fonctionnements, et donc l'information est diffusée, et j'en parlerai plus précisément après. Et puis le post-obligatoire, c'est beaucoup plus d'écoles, donc autant école professionnelle que de culture générale, comme le collège aussi. Et là, c'est pour les arts de la scène, une commission qui s'appelle la commission théâtre du post-obligatoire. Peut-être que ça va évoluer, mais pour l'instant, ça se situe comme ça, avec un représentant aussi par établissement. Donc ça, c'est la manière dont on fonctionne. Ensuite, chaque ordre d'enseignement, chaque commission donc, a un budget. Ce budget, je pense que c'est intéressant de savoir, non pas forcément son montant, ici il tourne autour, en tout cas pour le cycle d'orientation, je vais le dire, de un peu plus de 100 000 francs, essentiellement dévolu donc aux acteurs et aux organismes culturels pour des prestations pour les élèves. Il n'y a pas d'argent qui part ailleurs, c'est vraiment ces 100 000 francs ou un peu plus, sont vraiment pour les acteurs et les organismes culturels. Là, naturellement, qu'est-ce que font ces commissions? Et je vais parler plus précisément de la commission école et culture et notation. Eh bien, c'est des représentations scolaires pour les arts de la scène, donc organisées à Genève sous beaucoup de formes différentes, et puis le subventionnement des billets. Proportion à peu près 2 tiers à 3 quarts, et ça c'est vraiment l'effort de démocratisation, je trouve ça très important, sont consacrés à des représentations scolaires, et puis 1 tiers, 1 quart à subventionner les billets des groupes classes qui vont en soirée. D'accord, ça c'est bien clair, c'est donc l'enseignant, c'est pas des jeunes qui vont au théâtre, c'est pas ça, c'est la ville, enfin le tarif jeune subventionné par la ville et le canton qui donne de l'argent pour ça. C'est vraiment des groupes classes dans le cadre d'une sortie au théâtre. Donc ça, voilà l'utilisation du budget.
Naturellement, il y a la question récurrente, et je laisserai la salle la poser, de savoir comment se font les choix, pourquoi le mythe de la sélection par les écoles, etc. Tout ça, moi, je laisserai la question, j'y réponds volontiers. Deuxième aspect, donc, c'est les artistes dans les écoles. Alors, ça veut dire quoi? Cette question me semblait, j'avais un peu de peine, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la place de la culture dans les écoles? Est-ce que c'est une longue discussion qu'on a eue? Alors, je vais répondre très concrètement. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que dans le cadre de sorties au théâtre, de représentation scolaire, il y a des ateliers qui sont parfois organisés dans les établissements scolaires où il y a toujours cet allié, c'est l'école qui va vers le monde et c'est le monde qui vient à l'école. Et il y a toujours ce double mouvement, hein, qui est vraiment un mouvement que je trouve très naturel. Parfois, c'est les artistes qui vont venir rencontrer les élèves, parfois, c'est les élèves qui vont aller rencontrer les artistes dans les lieux culturels. Les deux choses se passent assez harmonieusement, je dirais. Il y a donc ces rencontres, il y a des visites d'artistes donc en marge d'un spectacle qu'on va aller voir, qu'on a déjà vu, les ateliers alors plus pratiques hein, avec des artistes, et puis les résidences. Ça, c'est vraiment la chose qui est intéressante d'ailleurs. Dans le collège, le cycle d'orientation où j'enseigne, traditionnellement, on organise des résidences où donc une troupe vient répéter, mais j'en reparlerai volontiers s'il y a des questions là-dessus, vient répéter, et puis après le spectacle a lieu dans un théâtre professionnel, mais il y a des rencontres, la possibilité de voir des répétitions et des choses de ce type-là. Troisième point, très rapide, je vais essayer de mettre quelques chiffres, parce que je trouve toujours intéressant, forcément, nous on est plongé dedans depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de gens ici qui connaissent, mais je vais juste donner quelques chiffres pour vous donner une idée. Donc, démocratisation, ça veut dire que c'est à peu près, il doit y avoir un 90% finalement des élèves à Genève entre 12 et 15 ans qui passent par le cycle d'orientation. Ça veut dire que la proportion est très importante et que les propositions culturelles qu'on doit avoir sont aussi... on a une responsabilité parce que c'est évident que c'est quelque chose... c'est un passage comme ça où toute la population passe et que c'est vrai qu'on est en lien avec, quelle que soit la segmentation, quelle que soit la localisation, avec toutes les classes de la société. Et il y a finalement, peut-être qu'à l'école primaire, comme il y a beaucoup d'écoles, c'est plus marquant, une école de colonie n'est pas la même que, et puis le cycle d'orientation, ça tente à se diminuer, puisque tous les cycles d'orientation en fait accueillent forcément des gens de différents horizons. Par exemple, quand j'enseigne à la Gradelle, on a beaucoup d'élèves qui viennent des eaux vives, et par exemple à Sécheron, tous les élèves de Collet-Bossy, tous les habitants, les jeunes de Collet-Bossy en 12 et 15 ans vont à Sécheron. Donc il faut aussi aller un peu contre le mythe qu'il y a comme ça des cycles d'orientation, des zones comme ça, où les différences sont très importantes. Je ne pense pas que c'est le cas et je répondrai volontiers par des chiffres parce que je connais, moi, les fréquentations, je sais quels sont les collèges et tous les collèges sont touchés. Donc, quand on dit collège, on peut dire les bâtiments du cycle d'orientation. Ces bâtiments s'appellent tous collèges. Ensuite, à peu près 13 000 pour le cycle d'orientation, 13 000 places élèves proposées par année pour 12 500 élèves. Alors attention, symboliquement, c'est intéressant, pratiquement, ça ne veut pas dire que tous les élèves sont sortis. Ça veut dire qu'on a proposé 13 000 places élèves, mais il se peut que certains élèves soient sortis plusieurs fois. D'accord? Donc c'est tourné et tout public en soirée. Qu'est-ce que j'ai comme chiffre? On fait à peu près une centaine, un peu plus d'une centaine de représentations scolaires par année. C'est avec à peu près entre 16, enfin ça peut aller d'une représentation à 10 représentations, c'est à peu près 15 à 16 spectacles différents. On essaie d'allier qualité et quantité, je m'explique. Le 80% à peu près des représentations, c'est 100 à 140 élèves seulement. Mais il arrive que, par exemple, au Forum Mérin ou à la Comédie, c'est des beaucoup plus grandes salles. Et là, on peut se permettre, si l'environnement est un peu comme ça, sacralisé, les élèves, là, on peut se permettre d'accueillir plus d'élèves. Mais c'est quand même finalement très peu d'élèves. C'est pas en remplissant 3 fois le grand théâtre qu'on atteint 13 000 élèves. C'est pas l'idée. Quelques petits chiffres, après j'en aurai fini. Alors, pour ceux qui connaissent l'école genevoise et le cycle d'orientation, même s'il est en réforme
Maintenant, grosso modo, je dirais que avant on avait A et B. Les A c'était à peu près 60 à 70% des élèves, c'était ceux qui avaient un peu plus de facilité. Les B étaient des élèves en plus grande difficulté, représentent à peu près 40%. Ce qui doit être clair, par exemple, idée reçue, en fait, la fréquentation lors des scolaires est plus grande proportionnellement pour les élèves en difficulté. C'est-à-dire que nous travaillons énormément pour dire aux enseignants, et moi je suis enseignant en classe de B, que ça donne du sens à notre enseignement. Aller au théâtre donne du sens, c'est clair le monde, et donc on a plus d'élèves en fait en difficulté qui vont au théâtre proportionnellement.